Bonjour, bienvenue à ce module sur les diodes Zener. C'est le dernier module de cours qui complète la couverture que je vais présenter dans ce cours 2310 électronique sur les diodes. De toute façon, on va passer au transistor. Donc, une diode Zener, en fait, une diode Zener, c'est un composant dont on se sert dans la zone de polarisation inverse et c'est l'usage normal qu'on en fait. Le symbole de la diode Zener, vous le voyez là, et la manière de se servir d'une diode Zener, c'est de l'amener à sa tension de brisure, comme vous le voyez ici. Donc, et on va lui imposer un courant, et quand on lui impose un courant en polarisation inverse, elle va devenir une forme de référence de tension. Donc, typiquement, on va s'intéresser à la tension de Zener et à la résistance dynamique de cette diode, donc ce VZ0 que vous voyez ici, qui se présente comme un point d'intersection de l'axe des X avec la pente de la courbe de cette diode Zener. Il y a plusieurs points significatifs sur cette courbe. Le VZ0, qui est l'intersection sur l'abscisse, le IZK, qui est le courant minimum que vous devriez imposer en inverse dans la diode Zener pour qu'elle soit fiable. Si le courant dans la Zener devient inférieur à IZK, la tension va se mettre à changer de façon importante. Il faudrait normalement pas aller là avec la diode Zener. Elle va perdre sa propriété. Si vous voulez vous en servir comme une référence de tension, elle va perdre sa propriété. Il y a des cas de figure où c'est pas ça qu'on va faire avec une Zener dans certains montages. Donc, ça peut être pas illégal d'aller là, mais elle n'aura pas cette propriété de fournir une tension relativement stable. Donc, par exemple, dans une fonction écrêteur, il est très possible que la majorité du temps, vous vous baladiez ici, quand vous vous servez d'une diode Zener pour couper les tensions anormales extrêmes, mais quand vous êtes face à des tensions normales, bien, vous pourriez très bien vous balader systématiquement dans cette zone-là, et quand il y a une tension anormale extrême, elle sera coupée. Donc, dans cette zone-là, elle se comporte un peu comme un régulateur. Dans cette zone-là, c'est une diode normale. Une des choses importantes, on revient tout le temps là-dessus, le point d'opération Q-Quotient Point, donc par où on l'opère, et autour duquel on va modéliser la diode, la linéariser par un modèle linéaire et donc une pente de 1 sur RZ dans cette courbe VI, donc la pente de cette courbe qui va être donnée par 1 sur IZ. Et donc, pour un certain delta I qu'on va imposer dans la diode, on va se retrouver avec un delta V. Vous constatez qu'un grand delta I va se traduire par un petit delta V qui va nous permettre de nous en servir comme un régulateur ou comme un écrêteur. L'intérêt d'une diode Zener, c'est qu'on peut acheter des diodes Zener commercialement, des diodes Zener qui sont disponibles à partir de 2,7 volts jusqu'à environ 30 volts. Au-delà de 30 volts, la brisure Zener existe, mais on va plutôt aller chercher une diode classique comme une N4001 pour faire le travail. Puis en bas de 3 volts, normalement, on va mettre une, deux, trois diodes conventionnelles. Il n'y a pas d'avantage à avoir la Zener. Donc, entre 2,7 et 30 volts, à peu près par incrément de 10%, vous pouvez vous acheter des diodes Zener qui ont cette tension de brisure. Et donc, ceci est donc une propriété que les fabricants de semi-conducteurs peuvent essentiellement câblé ou coulé dans le silicium par les propriétés de la jonction. Je ne vais pas rentrer dans la physique de la diode Zener et comment on fait une diode Zener à 3, 4 ou 5 volts. C'est des détails qui sont hors limite pour le cours, mais les fabricants de semi-conducteurs savent faire ça. Vous, comme utilisateur de ces composants, ben, éventuellement, vous allez prendre une diode qui est dans votre sac qu'on a mis à la coop, mais vous pouvez appeler
manufacturier, en fait un distributeur, puis acheter une diode Zener qui a la bonne tension de brisure. Donc, essentiellement, on peut dire que la théorie, elle est plus ou moins finie. Pour ce module, on rentre dans des exemples. Donc, un premier exemple, c'est de s'en servir, c'est un composant pratique, s'en servir comme un régulateur shunt, c'est un mot anglais, donc un régulateur en parallèle, et considérer le cas de figure, et ça se combine très bien avec le module sur les circuits d'alimentation. Vous avez un régulateur, par exemple double onde, avec un condensateur, et il y a une fluctuation de la tension qui sort de ce régulateur au fur et à mesure que la charge consomme de l'énergie et vient donc vider le condensateur, et à la prochaine ondulation, à la prochaine onde positive, pleine onde ou demi-onde que vous allez avoir avec votre régulateur qui, donc, une fois à toutes les 1/120e de seconde ou une fois à tous les 1/60e de seconde, la diode va être rechargée, elle va se décharger, donc ça va vous donner, je me permets de faire ça, donc votre onde va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Bon, et ça, ça va se passer dépendant s'il est simple alternance ou double alternance, avec une durée de 16 millisecondes ou de 8 millisecondes. Et donc, c'est ce qu'on résume ici par 10 plus ou moins 1. Donc, vous avez 10 volts avec un écart de plus ou moins 1 volt dans cet exemple. Et là, on va l'analyser pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, une diode Zener, ça s'utilise normalement toujours en mettant entre la source, qui est connectée ici, et la diode Zener, ça nous prend une résistance entre les deux. Si on ne met pas une telle résistance entre les deux, le problème que l'on va avoir, c'est qu'il va y avoir un courant excessif qui va rentrer dans la diode Zener. Vous pouvez facilement comprendre, si je m'en viens sur la page précédente, je retourne à la page précédente, s'il n'y a pas dans le montage une résistance entre une source de faible impédance et la diode Zener, ben, vous allez tout simplement venir la brûler. Le courant va devenir excessif. Donc, ça vous prend quelque chose pour venir limiter le courant, pour éviter de griller votre Zener. Puis, il y a un autre élément extrêmement important à considérer avec une Zener, c'est contrairement à une diode conventionnelle qui a une chute de 700 millivolts, ben, la diode Zener, par exemple, celle-ci, elle aurait une chute de 6,8 volts. Donc, si vous injectez 100 milliampères dedans, ben, elle va dissiper 700 milliwatts. Ben, les diodes Zener Bourbon pas cher qu'on peut acheter, typiquement, sont des diodes qui sont capables de tolérer 250 milliwatts ou 500 milliwatts. Donc, vous voyez déjà, ça va pas là. On n'envoie pas 100 milliampères normalement dans une diode de 6,8 volts parce qu'elle serait déjà à 700 milliwatts de dissipation. Elle va chauffer, puis elle va brûler. Donc, c'est votre responsabilité de choisir la valeur de résistance et essentiellement de choisir une valeur de I qui est acceptable compte tenu de la capacité de dissipation thermique de votre composant. Donc, si on analyse, pour analyser ce montage, donc la diode Zener, on va la remplacer par VZ0. Donc, ce VZ0 qui est le point d'intersection de l'axe. Donc, vous voyez ici, c'était VZ0 qui était là, le point d'intersection de l'axe. Et ensuite, on le met en série avec la résistance RZ. Donc, le modèle dit que quand IZ est égal à 0, la tension que je vois, c'est VZ0. Mais vous savez bien, vous le voyez bien, là, c'est un point qui n'existe pas sur la courbe. Le point I dans la Zener égale 0, VZ0, il n'existe pas. Parce qu'effectivement, on va rentrer dans cette zone où la tension va changer rapidement. Donc, même si ce point n'existe pas dans la courbe de réponse de la diode, c'est le modèle que l'on va adopter pour représenter la Zener, VZ0 en série avec RZ. Et donc, on va injecter notre courant I avec notre résistance qui limite le courant.
Puis ensuite, on va avoir typiquement une charge. Donc, normalement, la charge RL que vous allez avoir ici, donc la charge RL que vous allez avoir ici, elle va avoir une valeur, une impédance qui est plus élevée que R. Et puis, vous voyez qu'il y a trois courants montrés, I, IL et IZ. Et la diode va faire son travail, Zener va faire son travail tant que IZ, et c'est ce qu'on a dit ici, tant que IZ demeure supérieur en magnitude, tant que la norme de IZ est supérieure à la norme de IZK, donc ce qui vous place dans cette zone de la réponse de la diode. Donc, IZ doit demeurer supérieur à IZK pour que ça fasse le travail que l'on veut de régulation. Il y a une certaine partie du courant qui va à la charge, qui est IL, et puis vous avez toujours la loi de Kirchhoff qui s'applique avec I est égal à IZ plus IL. Donc ça, c'est le montage, c'est l'idée, c'est l'intention, et ça, c'est un exercice. Vous allez m'écouter, mais il n'y a rien comme le lire par vous-même. Vous pouvez considérer ça comme un problème. Et si vous voulez savoir si vous avez compris, prenez l'énoncé du problème sans regarder la solution, puis essayez de le résoudre par vous-même. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes des chefs, vous êtes en mesure de vous présenter à un mini-test ou à un examen pour répondre à des questions sur la Zener. Donc, c'est un ensemble de questions, je ne vais pas les lire, on va les reprendre une par une dans les planches suivantes. J'aurais dû peut-être mentionner qu'on va le faire pour une Zener de 6,8 volts, qui est l'exemple, et donc, c'est la spécification, c'est le VZT. On voit qu'elle a un IZT de 5 mA. Il faut au moins lui mettre 5 mA dedans, sinon elle ne va pas réguler très bien. Et quand on lui met, en fait, là je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, je recule, ne confondez pas IZT, ce que je viens de faire, avec IZK. IZT, c'est le point milieu de la courbe où le manufacturier, dans le fond, vous recommande d'opérer pour avoir la bonne petite résistance dynamique sans surchauffer le composant. Donc, IZT, c'est où vous voulez être normalement, mais ça ne veut pas dire que vous allez être nécessairement être là. C'est là où le manufacturier a spécifié son composant. Et le IZK, c'est la limite en dessous de laquelle, en norme, vous ne devez pas aller. Donc, ça fait beaucoup de termes à se rappeler, mais ça vaut la peine donc de peut-être vous les écrire sur une feuille à côté. Le IZK, c'est le minimum. Le IZT, c'est le point central de la spécification du manufacturier. Donc, le 6,8 volts est spécifié à 5 mA, auquel point vous auriez 20 ohms, ce serait nominal. Bien sûr, il va y avoir une fluctuation là-dessus. Ce n'est pas 20,0000 mathématiquement, là. C'est 20 plus ou moins 10, 15, 20%. Donc, c'est vraiment pas un paramètre qui est précis qui est très précis. C'est un ordre de grandeur que le manufacturier vous donne. Et là, vous voyez qu'il y a le IZK, donc le IZT 5 mA et le IZK de 0,2 mA, où le manufacturier vous dit, ben, descendez pas en bas de 0,2 mA si votre intention est de vous en servir comme un régulateur. Donc, on poursuit le module. Et donc, la première question, c'était quoi? Ça va être intéressant de reproduire la question. Calculer V0 pour RL infini et V plus égale 10 volts. Ça va être quoi le V0 s'il n'y a pas de charge? Donc, s'il n'y a pas de charge, on analyse le circuit. Et donc, c'est quoi mes paramètres? Donc, pour un RL égale infini, pour un V égale à 10 volts. Et là, on fait le calcul avec les paramètres du problème énoncés à la planche précédente. Donc là, on a notre VZ0 et on veut trouver quelle est la vraie tension qu'on va voir s'il n'y a pas de charge sur cette diode dans ce contexte-là. Donc, nominalement, on a un 10 volts. On a une résistance qui est de combien?
ouais, ça va être amusant de le reproduire, hein. La résistance, elle est spécifiée, attendez, je recule, la résistance, désolé pour je trouve que c'est pas très pédagogique de le faire comme ça, mais c'est ça la vie, donc 0,5 kOhm, donc j'ai 500 ohms de résistance, donc il faut se rappeler qu'on a 500 ohms de résistance, donc si j'ai une résistance de 500 ohms et que j'ai 6,8 volts, ben, quelle est la valeur que j'ai de courant? Et donc, on peut partir d'un VZ0 qui est égal à VZT moins RZIZ, mais là, quel est le IZT? Quel est le courant dans la diode? Si j'ai 20 ohms dans la diode, quel est le courant dans la diode? Ben, c'est 10 moins 6,8 fois 20 ohms, et vous allez pouvoir calculer la correction. Et quelle est la valeur de IZT? Ben, V plus moins VZ0 sur R plus RZ. Donc là, on peut sortir notre calculatrice et aller trouver, ça c'est, en fait, on est en train de faire un calcul itératif ici, là. Donc, on part des données du problème, on peut dire 10, 6,8, on a approximativement la valeur du courant, on va dire notre VZ0, ça va être à peu près 6,7 volts, et donc, si j'ai, en fait, ce qui a été pris ici, c'est le 6,7, non, je me reprends ici, là, ce qui a été pris, c'est, on a pris le 6,8, puis on a pris le IZT, puis on a pris 20. Et si vous faites 5 milliampères fois 20 ohms, ça va vous donner le VZT qui va correspondre à ce point d'intersection qui est VZ0. Donc, VZT moins RZT fois IZT va vous amener à VZ0. Donc, c'est le calcul qui est fait ici. C'est le calcul qui est fait ici. VZT moins 20 ohms fois le courant qui était spécifié, ça donne 6,7 volts. Donc là, vous venez d'estimer le VZ0. Et là, je peux dire, j'ai V plus moins VZ0, donc j'ai mon 10 volts moins un VZ0 que j'ai estimé, qui est de 6,7, divisé par R plus RZ, qui nous permet de calculer la valeur du courant qu'il y a vraiment dans la diode. Et là, on garde beaucoup de chiffres significatifs. Dans un montage physique, vous n'allez jamais avoir cette précision-là, mais comme on parle de petits changements de tension, on se permet d'être puriste un peu pour voir les petites différences de tension qui vont résulter. Si vous avez un VZ0 qui est de 6,7 volts, comme on vient de calculer, avec un RZ de 20 ohms, vous pouvez rentrer là-dedans votre 6,34 milliampères et ça va vous donner la tension que vous vous attendez vraiment à voir avec les données du problème. Donc, la Zener de 6,8 volts, s'il y a 10, s'il y a ici 500 ohms, va, avec une RZ qui est de 20 ohms, va vous donner, avec les données du problème, 6,8269. Donc, on peut dire 6,83 volts. Vous voyez, ça tourne toujours autour de 6,8 et l'idée d'avoir le RZ, c'est qu'on est capable d'estimer et de calculer les petites corrections qu'il faut appliquer autour de cette tension-là. Donc, là maintenant, la deuxième question, la question B. La question B était, on revient, calculer delta V0 résultant d'une variation de plus ou moins 1 volt sur V+. Donc, si V n'est pas 10 volts, mais 10 plus ou moins 1 volt, qu'est-ce que je m'attends à voir comme excursion sur ce montage? Donc, c'est le delta V qui va se combiner à un diviseur résistif. Quel diviseur résistif? Le VZ0 a, dans un modèle idéal, 0 ohm, le RZ c'est 20 ohms, le R c'est 500 ohms,
Donc, qu'est-ce que je m'attends à voir comme fluctuation? Ça, c'est une constante. Et la fluctuation que je m'attends à voir là, c'est le diviseur résistif en signal entre le 20 ohms et la 500 ohms. Et c'est le calcul qui est fait ici. Donc, c'est encore une fois un atténuateur dans un montage simple avec le modèle où la diode est remplacée par une résistance d'impédance zéro dans le calcul. Et donc, le delta V0 qu'on va voir, ça va être 20, 20 divisé par 500 plus 20 fois plus ou moins 1 volt, qui va vous donner 38,5 millivolts. Donc, ça vous donne un exemple de quel genre de régulation vous obtiendriez avec cette diode Zener utilisée en régulateur shunt, régulateur parallèle. Ce résultat ici, on appelle ça le Line Regulation Factor, donc le facteur de régulation de ligne. Si ma source change, de combien la sortie va changer? Et regardez bien les unités, c'est en millivolts par volt. Là, ensuite, on va faire un autre calcul. Donc, on dit calculer le delta V résultant du branchement d'une résistance de charge qui dure 1 milliampère. Donc, si j'ai une charge qui tire 1 milliampère, donc avec une charge qui tire 1 milliampère, on fait le calcul. Donc, j'ai 20. Là, la simplification que l'on fait en passant dans ce calcul, on fait une approximation. On fait comme si le montage avait une impédance de sortie qui est égale à RZ. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste, parce que le montage, il est là. Si on voulait être précis, la résistance de sortie, c'est vraiment RZ en parallèle avec R. Mais en première approximation, si R est grand devant RZ, il est un peu plus grand, il n'est pas très grand, c'est 500 devant 20. Donc, c'est clair que quand on fait ce calcul-là, on fait une petite erreur. Mais c'est de bonne guerre. Quand on commence dans l'analyse d'une Zener, le manufacturier me dit qu'elle a une résistance dynamique de 20 ohms. Si je tire 1 milliampère, je m'attends de voir 20 millivolts de chute en tirant ce courant de la Zener. Mais ceci n'est qu'une approximation, parce qu'en réalité, l'impédance de sortie du montage, ce n'est pas RZ, mais c'est vraiment RZ en parallèle avec R. Donc, il y a des niveaux d'approximation, toujours un peu délicats, et c'est une bonne idée pour le professeur qui donne un problème de spécifier, tenez compte ou tenez pas compte de ceci ou de cela, parce qu'à la limite, en pratique, les deux réponses possibles sont assez semblables. Donc là, on fait un autre calcul. Là, on vous dit que c'est une méthode exacte. La méthode précédente était une méthode approximative rapide. Là, on fait un calcul exact. Puis pour faire le calcul exact, on va tenir compte du fait que l'impédance de sortie du montage, si vous en prenez le Thevenin équivalent, c'est RZ en parallèle avec R. Il faut calculer ce que ça donne le produit de vos deux résistances en parallèle. Donc, ça va être 20 fois 50 divisé par, non, 20 fois 500 divisé par 20 plus 500. Et donc, vous calculez cette résistance, la valeur de la résistance en parallèle. Donc, ça, c'est une formule. Là. Calculer des résistances en parallèle, ça devrait être un réflexe pour vous. Et la valeur d'une résistance en parallèle, c'est toujours le produit sur la somme. Donc, si on est dans ce montage-là, c'est ça fois ça divisé par ça plus ça. C'est une formule que vous devriez connaître par cœur, comme votre nom. Donc, produit sur la somme, donc 20 fois 500 divisé par 20 plus 500, et vous sortez votre calculatrice. C'est pour ça qu'on recommande la calculatrice, bien sûr. Et donc, là, vous allez obtenir cette résistance que vous multipliez par le courant 1 milliampère. On fait les calculs. Évidemment, je n'ai pas de calculatrice ici. Je ne vais pas perdre votre temps. Vous pouvez la sortir, faire les calculs. Ça vous donne 19,3 millivolts. Observez que c'est très proche de la valeur approximative qu'on avait calculée. Puis l'électronicien au laboratoire va généralement se poser la question, quelle est ma valeur ajoutée de sortir ma calculatrice pour obtenir une valeur plus précise
de 19,23 millivolts, qui fait une erreur de 600 millivolts sur ma réponse, ben, peut-être que c'est important, peut-être que ce n'est pas important pour vous. Et là, c'est le choix de l'ingénieur de décider quel est le niveau de précision qu'il veut dans la réponse. Donc, votre facteur de régulation de la charge, il serait donc de 19 moins 19 millivolts par milliampère. Quand on tire du courant, forcément, la tension va diminuer. Donc, le signe est important. Si vous vous trompez de signe, bien sûr, ça c'est quelque chose qui ne serait pas pardonnable à l'intérieur d'un problème d'examen. Évidemment, ça veut dire que vous perdez des points. Dans une question objective, bien, vous avez mis la mauvaise réponse, vous allez cocher la mauvaise réponse, puis vous êtes trompé, puis vous n'avez pas le point. Donc, là maintenant, on peut reprendre le calcul. Retournons pour voir la question. La question suivante, c'est celle-là. Calculer dV0, résultat d'un branchement de 2 kΩ. Je vais vous laisser lire le détail de ça. Si on met une charge de 2 kΩ, si on met une charge de 0,5 kΩ, le courant qui est tiré par la charge, il faut estimer le courant qui est tiré par la charge et voir la chute. Puis évidemment, il faut faire avec la résistance équivalente. Donc, là, ici, vous voyez un autre genre de problème. Calculer la plus petite résistance, la valeur la plus faible de R que l'on peut brancher à la sortie du régulateur en maintenant un fonctionnement normal. Je vais peut-être aller voir celle-là parce que c'est un problème différent. Donc, et dans tous les cas de figure, c'est des calculs élémentaires, c'est des calculs simples de diviseurs résistifs. Donc, avec la 2 kΩ qui est là, on trouve combien de courant on tire, on trouve la chute qu'on s'attend de voir. Avec et on peut bien sûr faire le calcul exact en tenant compte du RZ en parallèle avec RL, c'est le même jeu que tantôt. Ça devient très, très répétitif et mécanique comme problématique. Et donc, je vais vous laisser lire ça en détail, je vais vous ennuyer ici. Et dans le cas de calculer le delta V0 pour 500 ohms, ben, une autre fois, on fait le calcul, on fait le même calcul, mais si on mène 500 ohms, ah, tiens, ça c'est intéressant, si on mène 500 ohms, si je mets 500 ohms, il y a 6,8 volts ici, je tirerai 13,6 milliampères. Et si je tire 13,6 milliampères d'une diode dans laquelle il ne passait que 6,4 milliampères, ben ça ne va pas. C'est clair que vous êtes allé trop loin. Je ne peux pas tirer 13 milliampères ici sans amener le courant ici à zéro. Et donc, en allant à une charge aussi faible que 500 ohms, vous voyez, il y aurait 500 ohms ici, il y aurait 500 ohms là, il y aurait 3 volts de chute ici, puis il faudrait qu'il y ait 6 volts là. Si vous avez un peu d'intuition mathématique, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on est en train de tirer ici plus de courant que ce qui est fourni dans I. Il ne reste rien dans IZ. Ici, il ne reste rien dans IZ. Le modèle ne s'applique pas, le calcul est faux, et on ne peut donc pas faire le calcul de cette façon-là. Et la dernière étape, c'est de dire, OK, quelle est la valeur de IL que j'ai le droit de tirer? Bien, la valeur de IL que j'ai le droit de tirer, je peux venir réduire IZ jusqu'à la valeur maximum, jusqu'à la valeur de IZK. Il faut que je laisse au moins IZK dans la diode. Donc, si j'ai laissé IZK dans la diode, donc j'ai 9 moins 6,7 divisé par 0,5, ça me donne 4,6 milliampères. Donc, je fournis 4,6 milliampères, mais il faut que j'aie au moins 200 milliampères dans ma diode. Donc, combien je peux donner à la charge? Bien, je peux donner 4,4 milliampères à la charge. Donc, vous pouvez de cette façon-là constater que si j'ai 4,6 milliampères qui me vient de la source et que je dois en laisser 200 milliampères dans la charge, je n'ai pas le droit d'en tirer plus que 4,4. Donc 6,7 divisé par 4,4, ça vous dit que la valeur de la charge, la résistance de charge que vous mettez ne peut pas être inférieure à 1,7 kΩ.
Donc, c'est des exemples, des exemples, des exemples. Il n'y a pas beaucoup de théorie dans ce module-là. C'est juste un paquet d'exemples de calculs que l'on peut faire avec les diodes Zener. Donc, ceci termine ce module de cours sur les diodes Zener. Merci de votre attention.